So, good afternoon. Mesdames, Messieurs, je suis heureux d'être présent ici aujourd'hui. Nous aimerions vous présenter le nouveau plan de réseau 2025. Malheureusement, mon français est en phase de progression, donc je continue en anglais. Marc prendra la relève en français. So I will change to English. Thank you very much. Maybe first to introduce ourselves. My name is Arthur Jansen. I'm responsible inside Swissgrid for the unit Market Development and Design. Let's say the economic conscious, or we try to be the economic conscious of Swissgrid. Mark Emery is a senior expert of grid design, grid infrastructure, actually making the responsibility of this grid planning that we present today. You may ask yourself, so why am I standing here as doing the economy, not the grid planning? And I asked myself this question also many times. But I think the reason is that from the side of Swissgrid, we try to be efficient. And this means for us that also if we do a grid planning, we try to be cost efficient, or in other words, we try to look at this economic point of view. Meaning actually in the last year, we have been working together quite intensely, hands and forth, to actually come to this planning and make sure that this is not just a good and secure planning, but also an efficient network. What we will do in the next half an hour is go through this process that we did in the last year, which is quite challenging, but also quite intriguing. We would like to share with you this process so that you can really relive this process in it. So going further to the introduction, the first question you may ask is, why are we doing this planning today? Why not wait a few years? We had a planning. I think there are four main reasons. The first reason is that if you look at the network today, you will see it in the graph, in the yellow spots, the violet spots. We have already congestions today. We have depicted two kind of congestions, or how to relieve these congestions. The yellow spots, the yellow lines are congestions that we actually try to go against by reducing the transport capacity to other countries. For instance, to Italy or to Germany. The violet ones, these are congestions where we have to apply other methods. These are the so-called topological measures, but these also include redispatch, meaning in these kind of cases we have to ask the power plants to actually produce less to change their production. The second reason is that also from Swissgrid we have made steps forward. Also Switzerland itself has made steps forward, meaning that in this planning we could for the first time take an overall view, an overall Swissgrid view, Switzerland view, where we could look at the network of whole Switzerland and not just pieces by pieces. And the second improvement is that really what I said before, is that we have developed methods further on the side of technical analysis and on the side of the economic analysis. And putting this together really puts new messages, new insights on the paper. The second reason is obvious, is the energy strategy 2050 of Switzerland is being discussed, partly decided today. This really fundamentally changes the things that we have today, changes the environment. To say that we talk about Switzerland, about the changes, but of course also about the changes in Europe. We have before already talked about the solar in Germany and in Italy. Last reason, the international reason, we are working together with the other TSOs in Europe, working on European development plans to make sure that the grids actually connect together. This is in the course of the so-called 10-year network development plan. And there we have to make sure that it fits together, to make sure that also on European level we have a secure and an efficient grid. That's the reason. Now going forward, we have tried to make the process that we did in the last year more or less in one sheet. We will shortly lead through that. The
the basic thing that we have to do before we start planning is that we have to make scenarios. This is the basic, this is what we calculate with. Scenarios have a part of a technical aspect, of course, have an economical aspect. What we learn from that is, first of all, what are actually the power plants in the future that we have to connect to from the transport transmission grid? What are the distribution system operators? What are the distribution grids that we have to connect to? But we also answer questions or get an idea of questions on what will be the price of primary energy, what will be the price of CO2 in Europe. So it's a whole scenario or a whole set of scenarios that allows us to more objectively make a planning on. That's the first part. The second part is then actually do an economical situation, simulation or a market simulation. And there we actually answer the question, so which power plants are producing at which time in Switzerland and also in Europe. What we saw, for instance, we will come to that also later, is that we see that depending on the scenario, but in many of the scenarios, the generation from pump storage power plant is actually not that high as you may have hoped for or may expect. This gets better in the future, but in the moment we see there limited production or less than you could technically expect. What we also saw is that we have in all the scenarios international flow, so transports to foreign countries and imports from foreign countries to Switzerland. In many of those scenarios, these are actually comparable. Also having then an influence on what you want to plan the grid for, but this is then actually Mark going to tell you. Une fois qu'on a reçu ces résultats horaires pour chacune des zones, il s'agit de les appliquer au modèle de réseau qui est un modèle nodal. Ça s'appelle le mapping. On fait le calcul complet pour toutes les heures, pour toute l'Europe, donc c'est un calcul très rapide, c'est une performance au niveau informatique. Et les résultats sont complets, donc c'est un calcul load flow complet ici, puissance active, réactive, angle de phase et tension. Ça nous permet de voir si le réseau est capable de supporter les scénarios de demain ou non, et sinon de l'étendre, d'une façon que nous expliquerons tout à l'heure. Une fois que nous avons ce réseau, nous évaluons d'une manière technique et économique. Technique, je vais brièvement en parler. Nous regardons chaque projet, nous l'enlevons, et nous regardons, en enlevant, quel est l'effet sur les pertes, quel est l'effet sur la sécurité, quel est l'effet sur la capacité de transport, quel est l'effet sur la limitation de production qu'on a en enlevant le projet. Donc, la disparition du projet nous cause des problèmes, donc son apparition cause des bénéfices. Une vision, une question de signe. Et la partie économique, je donne la parole à M. Janssen. Yeah. So based on the information we got from the technical simulation, based on the evaluation there, one of the things we know is actually, so what are the proposed projects to be built? And each of those projects we can afterwards then put in the simulation, the economic simulation that we had before, see actually what this means in economic terms. And the terms that we look at from are then called formally these consumer rent. So does the consumer in Switzerland actually profit from such a grid enforcement? We have the same thing from the producer rent, and also what we have based on international flows. We have these auction revenues based from the transport capacity that we actually sell to the market. These three factors we can add together, and actually based on different time frames that we look at, we actually can calculate for each of the projects a so-called net present value. So really a comparable number for each of those projects, saying, does it make sense from an economical point of view to build this line or not? And this is done one of the inputs to the multi-criteria analysis that then actually Mark will tell you. Oui. So, comme on a dit avant, nous avons des résultats techniques et économiques qui font partie d'un vecteur comparable pour tous les projets. Donc c'est un processus tout à fait transparent, tout à fait équitable, reproductible, sans aucune émotivité ou subjectivité. Et ça fait partie, ces critères-là conduisent à l'élaboration du réseau stratégique que nous vous présenterons tout à l'heure. Donc le réseau stratégique est vraiment construit de manière objective, scientifique et compréhensible. Thank you. So what you will see, first of all, from this process is that there has been a lot of interaction between them.
You may also discover where the main discussions have been taking place, maybe even at the end, where actually the responsibility is maybe at both of us, and we both have to make the decision inside the whole of Swissgrid. So now we go through the different steps one by one. The first question is then, which are the scenarios that we actually used, which are scenarios that we developed? And what you will see is a kind of a scenario funnel, so to say, where we have two core scenarios, the on-track scenario and the slow progress scenario. And for each of these scenarios, we have modeled two different time frames, so 2025 and 2035. Except for that, we have two more fringe scenarios, the sun scenario and the stagnancy scenario, that give us an idea. So is the network that we actually plan for the main scenarios, is it also robust in those more extreme, these more fringe scenarios? The on-track scenario, the on-track scenario actually bases mostly on the assumption that the energy strategy of Switzerland will be implemented as planned, meaning a quite a strong increase of renewable energies in Switzerland, and also an abandonment from nuclear power plants in Switzerland until 2035. The slow progress scenario goes a bit in the same direction, but more slowly, and says that there will be less, mainly less renewable energies, and also the abandonment of nuclear power plants will not be finished by 2035. The sun scenario is an interesting scenario because this is a scenario that we made together with the so-called Umweltallianz, as we say it in German. And this is an association consisting mainly of Greenpeace, Pro Natura, VCS, and the WWF. They have given the input parameters for this scenario, and we have actually then transformed this into a scenario that we can use in the different simulations. It's a scenario with a lot of renewables. We will see this later in more detail. The stagnancy scenario is a scenario where we assume, so there's many developments going on. We have seen a lot also before. What would happen if, at least from a PowerPoint point of view, from an energy strategy point of view, not so much will happen? What happens if the energy prices, fuels, CO2 actually would stay at the level of what we have about today? It's again a scenario to test how robust our grid planning actually was. The data that we got from all of these scenarios, we got from, beside the Umweltallianz, we also got it from the OFEN, the Energy Ministry, concerning the energy scenarios. We got it from the ENTSO-E concerning the international modeling, where we also have scenarios that we try to fit to each other. And also we had the chance to speak to a lot of different stakeholders in Switzerland, where we could test these assumptions, could see whether they make sense together, and also improve the assumptions in the different scenarios. Going to the next step, the market simulation or economical simulation. I picked out two different simulations here. And the first one is this slow progress scenario for the year 2025, where we have depicted, beside the consumption, which is the line, also the production of the different power plant categories in Switzerland on an average weekly basis. Please note, we did depict here the average weekly basis, but we did simulations for this 1 year for every single hour, which would be a bit difficult to see depicted. You will see the different kind of power plants being producing, the violet one being the nuclear power plants, including some revisions in the summer. You see the flow run-of-river power plants, the more green above there, the production from storage and pump storage power plants, and then a bit of solar and wind on top. On the lower part, interesting to see where it functions, you will see the pumping, actually, which is negative, the pumping from pump storage power plants, which actually you could see that there's not so much in winter and even not so much in summer of pumping there. Reminding of the presentation of Professor Favre before, he depicted the same thing. What you see in Switzerland, this typical pattern is that we are importing in the winter months and exporting in the summer months.
You can also see it differently. There's some kind of a competition between the power plants, the pump storage power plants, and actually the grid itself, where in some situations, or even in many situations, exporting and importing is more efficient than pumping, depending on the situation. Going to the next slide. This is then the slide from the sun scenario 2035, so 10 years later in a much more progressive scenario. Here you can easily see the huge amount of solar at the top, which accentuates the scenario. And also at the bottom you will see the biomass production during the winter months, which is actually not enough actually to then cover the usage, the consumption of Switzerland in these winter months. There's a strong export in summer and strong import in winter. What you can also see is the stronger production or pumping of pump storage power plants. These are the two scenarios that actually then are used afterwards for the technical analysis, and this is where we go to afterwards. Très bien, alors je vais continuer cette présentation. Parlons de la simulation du réseau. Nous avons sur ce graphique la méthode générale de simulation. Donc nous avons en haut à gauche le réseau d'aujourd'hui, le réseau initial 2015+, que j'expliquerai tout à l'heure. Nous avons, et je reviens un peu aux présentations qui ont été faites avant, en fonction de la saison, 3 températures extérieures différentes, 10, 20 et 40 degrés, qui conduisent à leur tour à des courants maximaux différents sur les branches. Et la question qu'on se pose, la seule question en fait, est-ce que ce réseau d'aujourd'hui est capable de recevoir les scénarios de demain qui ont été évoqués tout à l'heure? Nous allons voir, analyser et enfin atteindre ce réseau technique nécessaire qui, lui, est capable de supporter ces scénarios. La méthode utilisée s'appelle PINT. Ce n'est pas une pinte de bière, non, c'est Putting One at a Time. Donc, le réseau d'aujourd'hui est étendu jusqu'à ce qu'on atteigne ce but. Voici le réseau initial 2015+. C'est le réseau d'aujourd'hui. Donc, on a les lignes à 380 kV qui sont en rouge, 220 kV en vert, c'est un standard. Nous avons aussi des projets qui sont contenus, qu'en cours de réalisation ont déjà réalisé cette année. Nous avons surtout des projets de sous-stations, mais aussi des raccordements de centrales de pompage-turbinage. Nous avons Kraftwerke Link-Liemen, KLL, dans le canton de Glaris, et dans le canton du Valais, le raccordement de Nantes-de-Drance, donc 2 grandes stations centrales de pompage-turbinage. Nous revenons à ce schéma. Je reviens aussi à ce qui a été dit avant. Donc avant, on a fait une étude de marché avec en fait la modélisation zonale de toute l'Europe, et pour chaque heure, on a un résultat. Quel résultat? On a par zone la charge et aussi l'engagement par type de centrale par zone. Par exemple, on a une valeur pour l'heure numéro 10 pour toutes les centrales au fil de l'eau en Suisse. Cette valeur-là, qui concerne toute la zone, il faut l'appliquer au nœud et faire ce qu'on appelle un mapping. Donc, on répartit avec une clé de répartition, avec des méthodes. Nous n'entrerons pas dans les détails ici. Sur chacun des nœuds, nous avons une partie de la valeur qui représentait toute la zone. Ainsi, nous pouvons effectuer 8760, donc nous avons 8736 en fait, modèles de réseau qui correspondent aux heures de l'année, et nous faisons un calcul complet N-1, un calcul de load flow AC pour toutes les heures complet. Et ce réseau-là, le modèle de réseau, c'est le modèle de l'Europe continentale. Donc ça va de la Grèce aux Pays-Bas et ça va du Portugal à la Pologne. La Suisse est au centre de ces réseaux. C'est important parce que la Suisse est très fortement connectée à ses pays voisins. Je rappellerai ici que 20% des capacités installées en Europe continentale sont sous les frontières suisses. Donc il faut absolument avoir ce modèle. Sinon, le risque, c'est que les résultats sont empreints d'erreurs. Ainsi, nous observons, est-ce que la question, c'est la seule question qu'on se pose finalement, est-ce que ce modèle d'aujourd'hui, est-ce que ce réseau d'aujourd'hui est capable de recevoir les scénarios de demain?
Si la réponse, s'il y a des congestions, la réponse est oui, donc il faudra le renforcer, et sinon, on arrivera au réseau cible. Regardons le résultat. Nous avons sur ce graphique 3 dimensions. Sur cet axe, nous avons les capacités des branches. Donc les branches les plus faibles sont au fond, les branches les plus fortes sont devant. Nous avons sur le deuxième axe la charge en pourcent des branches. Ce qui est à gauche de cette ligne rouge, et rouge, il y a une raison pour qu'elle soit rouge, parce que il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dépassement N-1, donc il n'y a pas de problème de sécurité. À droite, par contre, et en particulier pour les lignes à forte capacité, ça conduit à des problèmes qui peuvent à leur tour créer soit des problèmes de réseau ou conduire à des limitations du marché pernicieuses, ce qui correspond à des pertes d'argent ou des dangers, etc. Donc le but, c'est de repousser derrière la ligne rouge toutes ces surcharges, ou en tout cas les surcharges des éléments les plus chargés. Et nous avons le troisième axe, c'est la fréquence. Donc plus une montagne est haute, plus il y a d'heures qui correspondent à cette situation. Nous poursuivons. Donc, nous avons vu que le réseau d'aujourd'hui n'est pas capable de supporter ces scénarios de demain, il faut le renforcer. Il faut le renforcer, donc nous allons sur cet axe-là. Ce renforcement concerne surtout les lignes dont la capacité est la plus forte, parce que c'est elles qui sont le plus importantes. On verra après pourquoi. Nous avons un principe qui s'appelle NOVA. C'est un principe qui a à cœur de réduire l'impact visuel. En effet, nous vivons dans un pays fortement peuplé et il est important de tenir compte de cet impact visuel du réseau sur les gens, sur la population, sur le paysage. Le principe NOVA est basé sur les 3 étapes suivantes. D'abord, on essaye une optimisation du réseau. Une optimisation du réseau, ça veut dire qu'on ne change rien à l'aspect extérieur de la ligne. Par exemple, une augmentation de la tension d'exploitation sur la ligne Chamozon-Bikingen-Gemi, donc la ligne qui passe le col de la Gemi entre le canton de Berne et le canton du Valais. Un changement de tension n'est pas visible à l'œil nu pour un amateur non averti. Deuxième étape, si ça ne suffit pas, on essaye un renforcement du réseau. Un renforcement du réseau, c'est par exemple utiliser certes le même tracé, mais essayer de le mieux l'utiliser. Je donne un exemple. De nouveau dans le canton du Valais, c'est parce que je suis valaisan, mais c'est comme ça. Les lignes Torbel-Nord entre Chippis et Stalden, il y a la place pour 2 ternes. Un terne est occupé par une ligne, l'autre non. Eh bien, le deuxième terne, on le renforcerait par une deuxième ligne. Et la troisième étape, en cas d'extrême nécessité, c'est l'extension du réseau. Si les 2 premières étapes ne suffisent pas, je reviens en Valais. L'exemple, c'est Chamozon-Chippis, une nouvelle ligne, mais en même temps, on démontrait la ligne existante. Et en fait, on le dira à la fin, la somme des distances des nouveaux réseaux, donc 2025, est pratiquement comparable à la même que le réseau actuel. Donc on s'emploie vraiment à faire un travail qui respecte la nature, le visuel aussi. L'esthétique est très importante aussi. Nous avons enfin, avec ce processus, après plusieurs itérations de ce processus PINT, cette situation, c'est le scénario Slow Progress 2025, donc ce scénario où on n'arrive pas tout à fait à atteindre les ambitieux buts de la Confédération dans sa stratégie 2050. Nous voyons là que les lignes à forte capacité, pour ces lignes-là, on a réussi à repousser ces charges derrière la ligne rouge. Par contre, il reste certaines surcharges résiduelles dans les branches à faible capacité. Est-ce un problème? Non, parce que pour ces cas-là, nous pouvons éviter ces problèmes soit avec des mesures topologiques, par exemple changement de gradin d'un transformateur, ou bien changement de topologie dans une station à plusieurs jeux de barres, ou bien sinon par du redispatch. Donc, on a réussi avec cette méthode, avec ce renforcement du réseau, à supporter ce scénario Slow Progress 2025. Autre scénario, autre année, Sun 2035. Sun, c'est ce scénario évoqué précédemment avec une très forte injection solaire, 16 gigawatts installés de solaire. Nous voyons, et c'est encourageant, que le réseau, dans ce cas-là aussi, est fortement sollicité. Observez donc la hauteur de ces pics à gauche de la ligne rouge. Nous voyons que soit les lignes à faible capacité, les branches à faible capacité,
soit les branches à forte capacité sont fortement sollicitées. Les faibles capacités, la raison, c'est que le solaire est surtout peut-être sur le plateau suisse, et l'injection qui vient du réseau de distribution au réseau de transport tend à charger les lignes du réseau de transport se trouvant dans le voisinage de cette nouvelle production solaire. Et pour les lignes à forte capacité, la raison, et ça a été montré avant aussi sur les résultats de marché, c'est qu'on a une espèce de ping-pong entre les centrales de pompage-turbinage et le solaire. Donc une utilisation heureuse, forte du réseau, dans ce cas-là également. Évaluation des projets. Donc nous avons maintenant constitué un réseau. Il faut évaluer les projets d'une manière équitable pour tous les projets. C'est la méthode TOOT, Take Out One at a Time. TOOT et PINT sont deux termes et deux méthodes utilisées au niveau européen. Donc notre planification a à cœur d'être aussi compatible que possible avec les pratiques européennes. Comment est-ce qu'on fait? Donc on définit d'abord le projet, on l'enlève et ensuite on observe l'effet sur les pertes du réseau. Donc en enlevant le projet, on a plus de pertes. On a aussi deux critères qui sont robustesse et flexibilité. La robustesse, c'est le fait qu'un projet, quel que soit le scénario, est nécessaire. Donc ce n'est pas seulement un projet nécessaire dans un scénario. La flexibilité, c'est que le réseau est prêt pour recevoir d'éventuels autres projets. Donc on a un réseau qui est aussi ouvert vers l'avenir. Ce n'est pas un réseau qui serait complètement obsolète dans 40 ans, dans 30 ans. C'est un réseau prêt pour l'avenir. Nous avons ensuite deux aspects de sécurité. Une fois un aspect horizontal, sécurité du réseau. Est-ce que ce projet contribue à améliorer cette sécurité, à éviter les cascades par exemple, et aussi un aspect de sécurité verticale, sécurité de l'approvisionnement. Est-ce qu'on aurait, grâce à ce projet, une meilleure sécurité pour nos consommateurs? C'est le but principal. En enlevant ce projet, en faisant un redispatch, parce qu'en enlevant le projet, on a des surcharges, donc on doit changer les productions. Changer les productions, ça veut dire soit limiter des capacités de production en Suisse, soit limiter des capacités transfrontalières. On a ainsi, d'une part, changé les paramètres d'input de la validation du marché. D'autre part, on a une nouvelle capacité de transport entre les pays, un nouveau GTC. Cette contribution-là est donnée à la partie marché et on refait une simulation du marché. On refait une simulation du marché avec ces nouveaux paramètres, ce qui conduit à son tour à d'autres valeurs, la valeur socio-économique, socio-economic welfare du projet, à la capacité du projet à intégrer des renouvelables, à la capacité du projet à éviter du CO2. Précisons ici qu'en Suisse, il n'y a pas de centrale qui cause du CO2 ou très peu, mais comme on a un modèle européen, l'effet sur ces pays et donc la contribution à la réduction du CO2 est analysée. Nous avons ici un long vecteur qui constitue vraiment une espèce de carte de visite pour chacun des projets et qui montre que les projets que nous allons garder ont un sens et sont compatibles. C'est la question à laquelle on répond maintenant, de quel réseau aurons-nous besoin dans 10 ans, donc en 2025. Voici les projets. Les projets qui viennent de nous sont listés de 1 à 9, et nous avons aussi des projets qui sont des projets de raccordement des distributeurs avec un J au début. Ces projets sont donnés sur cette carte. Vous voyez ces lignes jaunes. Il est bon de les grouper, de les regrouper pour que ce soit mieux compréhensible. D'avant que je fasse cela, j'aimerais comparer le flux sur cette fameuse ligne Chamoson-Chipis dans deux cas, Slow Progress 2025 et Sun 2035. On voit que dans les deux cas, donc on a sur l'abscisse, on a le temps en heures, donc toute l'année, l'ordonnée, on a la charge en pourcent. On voit que cette ligne est fortement utilisée, quel que soit le scénario. Et justement, Sun et Slow Progress sont un peu deux scénarios entre lesquels la réalité se passera. Donc on voit que quel que soit le scénario, cette ligne, ce nouveau projet est tout à fait pertinent. Voici de nouveau la Suisse. Je vais de nouveau essayer de grouper ces projets maintenant. D'abord, une barre de production entre le canton du Valais et du Tessin. C'est une barre qui relie mieux entre eux
ces nouveaux centres ou ces anciens centres de production. Notons ici qu'une partie de cette barre entre Ulrichen et Airolo est déjà construite et le reste fait partie de ces projets. La deuxième partie, ce sont ces raccordements entre, d'une part, les Alpes, l'endroit où nos grandes productions, nos grandes pompes sont et seront encore plus, et le plateau suisse où la grande majorité des Suisses vivent, des gens en Suisse vivent. Un renforcement de cette connexion est marqué par ces deux lignes en bleu clair. Enfin, ensuite, nous avons des raccordements visant plus loin que le plateau suisse, allant vers l'étranger ou carrément en étranger. Alors, on a 3 projets. C'est le projet dans les Grisons, dans la région de Zurich et entre Berne et le Jura, où on a vraiment une espèce d'extension de la connexion entre le plateau suisse et l'étranger. Et on a vraiment un projet frontière et que nous élaborons en étroite collaboration avec nos collègues de RTE, le TSO français, entre Fortaille et Génissia en France. Nous avons ainsi, nous avons encore des projets de raccordement dans les régions de Neuchâtel, Zurich et Bâle. Ainsi, nous avons construit une maison dont chaque type de projet constitue une partie. Nous avons un socle qui est cette barre de connexion entre les productions. Nous avons les murs qui sont ce lien entre les Alpes et le plateau suisse. Nous avons un toit qui est la connexion vers l'Europe. Et nous avons encore ce raccordement des consommateurs qui est donné à droite de la maison. Cette maison est bien sûr un projet de réseau suisse. Mais nous l'avons dit plusieurs fois tout à l'heure, c'est important de se rappeler que la Suisse est très fortement connectée avec l'Europe. Nous sommes conscients de cela, et ce réseau est prêt pour accueillir des projets qui ont un intérêt plus large, plus vaste, à un niveau européen. Il y en a 3 ici. Le premier, c'est le projet San Giacomo, qui est entre la Suisse et l'Italie, pour être plus précis, entre cette fameuse barre de production et la région de Milan. Le second, c'est le projet Green Connector, une ligne d'essai entre les Grisons et la région aussi de Milan, vers Derio. Et enfin, le troisième, Bodensee, c'est un lien plus fort entre le plateau suisse, l'Autriche et l'Allemagne. Les conclusions, cette planification du réseau, comme mon collègue m'a évoqué avant, a été faite étroitement entre la partie marché et la partie réseau et a été couronnée de succès. Ce réseau stratégique est nécessaire sur le plan technique pour que le réseau puisse assumer sa fonction de lien entre la production, la consommation et le transport. Ce réseau stratégique est compatible avec une plus grande intégration au niveau européen. Ce sont les PCI que nous avons mentionnés tout à l'heure. Et enfin, et c'est important de le mentionner, la longueur de ce nouveau réseau est comparable au réseau actuel. Et c'est même moins que l'ancien réseau qu'on connaissait, le réseau stratégique 2015, qui a été entériné par le Conseil fédéral. Voilà, notre présentation est terminée. Nous répondrons, comme les autres, aux questions à la séance qui suivra. Thank you.